C'est ça qu'on va explorer aujourd'hui, le coût caché de ce progrès. On parle de la pollution chimique, ce sous-produit de nos activités, qui menace en fait les fondements même de nos écosystèmes. Regardez cette image. Elle est vraiment parlante, n'est-ce pas? D'un côté, on y voit le progrès industriel, mais de l'autre, elle soulève une question essentielle. Quel est le véritable coût pour notre environnement? Quel est l'impact réel de tous ces polluants chimiques? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Alors c'est parti, on plonge dans le vif du sujet. L'ère industrielle, c'est un peu une histoire à deux visages. D'un côté, on a eu une croissance économique, un confort de vie qu'on n'avait jamais connu, mais le revers de la médaille, c'est une exploitation à outrance de nos ressources et bien sûr une pollution massive de l'air, de l'eau, des sols. Et l'histoire, malheureusement, est remplie d'exemples qui nous rappellent à quel point cette menace est sérieuse. On pense au grand smog de Londres en 1952, à la catastrophe de Seveso en Italie, ou encore bien sûr à la fuite de gaz toxique de Bhopal en Inde qui a causé des milliers de morts. Ce ne sont pas juste des accidents, non, ce sont des véritables signaux d'alarme, des avertissements très clairs sur les dangers de notre héritage industriel. Bon, mais pour être sûr qu'on parle bien de la même chose, c'est quoi un polluant anthropique ? En fait, c'est assez simple. C'est n'importe quelle substance chimique qui se retrouve dans l'environnement à cause de l'activité humaine. Le vrai problème, le point crucial, c'est l'effet que ça a. Ça altère les conditions naturelles, ça perturbe tout l'équilibre, un équilibre qui est souvent très fragile. Ok, maintenant qu'on a posé les bases, suivons un peu le parcours de ces polluants. D'où viennent-ils? Comment sont-ils créés? Et surtout, comment est-ce qu'ils voyagent dans notre environnement pour finir par s'infiltrer jusqu'au cœur même du vivant? Et les sources, comme on peut le voir ici, elles sont vraiment partout. On a l'agriculture avec ses pesticides, ses engrais, l'industrie qui rejette des métaux lourds, nos villes aussi avec les hydrocarbures, les microplastiques. Et puis il y a les mines qui peuvent contaminer les sols et les cours d'eau pour des décennies. C'est vraiment un problème à 360 degrés. Une fois qu'ils sont dans la nature, ces polluants ne restent pas sagement à leur place. Ah non, ils voyagent. L'eau de pluie les emporte, c'est le ruissellement, et hop, dans les rivières. Ils s'infiltrent dans le sol, c'est la lixiviation, et paf, dans les nappes phréatiques. Le vent aussi s'en mêle, il peut les transporter sur des distances folles. Et au final, beaucoup finissent par se déposer au fond des rivières, des lacs, et là, ils forment de véritables bombes à retardement toxiques. Et là, on touche à un phénomène qui est franchement terrifiant. Ça s'appelle la bioamplification. Regardez bien, on prend un polluant, disons le mercure. Au départ, sa concentration est minuscule, quasi indétectable, 0,01 ppm dans les algues. Mais le zooplancton mange ces algues, sa concentration monte à 0,1. Ensuite, les petits poissons mangent le zooplancton, ça grimpe encore. Puis les gros poissons mangent les petits, et là on atteint 1 ppm. C'est devenu dangereusement élevé. Et ça devient toxique pour les prédateurs tout en haut de la chaîne, ce qui, bien souvent, nous inclut. Bon, assez de théorie. Passons maintenant à du concret, à des exemples sur le terrain. On va se pencher sur le cas du Maroc, et plus précisément sur 3 zones critiques. Ça va vraiment nous permettre de voir comment cette pollution se manifeste dans la réalité. On va donc zoomer sur 3 hotspots, le bassin du Sébou, la région d'Agadir et la plaine du Saïs. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'on va voir que le problème n'est pas du tout le même partout. Selon l'activité locale, que ce soit l'industrie, le port, l'agriculture, la pollution prend des visages très différents. Ça montre bien toute la complexité du défi. Et pour commencer, accrochez-vous bien à ce chiffre. Dans le bassin du Sébou, qui est une zone ultra importante pour l'industrie et l'agriculture du Maroc, plus de 75% des sites qui ont été testés présentent des niveaux de pollution élevés. Plus de 3/4. C'est juste énorme. C'est un véritable signal d'alarme. Ce tableau y résume parfaitement la situation. Pour le Sébou, le gros problème, ce sont les métaux lourds, comme le cadmium, à cause de l'industrie et de l'agriculture. Du côté d'Agadir, c'est différent. C'est l'activité du port qui met la pression, avec des métaux lourds marins, des microplastiques, un vrai risque pour la vie marine. Et enfin, dans la plaine du Saïs, c'est l'agriculture intensive qui est en cause. Là, on parle d'une contamination massive des nappes phréatiques par les pesticides, surtout en été. Ok, le constat est assez lourd. Mais la question maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait? Et là, on arrive à la partie la plus importante finalement. Quelles sont les réponses possibles? Quelles solutions on peut envisager? En gros, face à la pollution, il y a 2 grandes stratégies. La première, c'est la prévention. C'est l'approche proactive, la plus intelligente. On arrête la pollution directement à la source. C'est de loin la solution la moins chère et la plus efficace sur le long terme. Et puis, il y a la deuxième approche, la remédiation. Là, on est dans le réactif, on nettoie les dégâts une fois qu'ils sont là. C'est parfois nécessaire, bien sûr, mais c'est toujours plus coûteux, plus compliqué. On traite le symptôme, pas la cause. Donc l'idéal, c'est vraiment d'agir en amont. La prévention, concrètement, ça veut dire quoi? Pour l'industrie, ça peut être de remplacer des produits chimiques toxiques par d'autres plus sûrs. Pour l'agriculture, ça veut dire passer à des pratiques plus durables, comme la lutte intégrée ou carrément le bio. Et la clé de voûte de tout ça, c'est l'éducation. Il faut sensibiliser, former les agriculteurs, les industriels, tout le monde. Maintenant, quand le mal est fait,
Quand la pollution est déjà installée, il faut bien nettoyer. Et là aussi, il y a des solutions, parfois assez innovantes. On parle par exemple de phytorémédiation. L'idée, c'est d'utiliser des plantes spécifiques qui vont littéralement aspirer les polluants du sol ou de l'eau. C'est fascinant. On a aussi des technologies de traitement de l'eau très avancées, comme la filtration sur membrane ou au charbon actif, pour purifier les eaux usées. Mais que ce soit pour prévenir ou pour nettoyer, une chose est absolument cruciale. Il faut surveiller. On ne peut pas agir efficacement si on ne mesure pas. Et cette surveillance, elle se fait à plein de niveaux différents. On peut regarder au niveau microscopique avec des biomarqueurs. On peut utiliser des espèces sentinelles comme les moules qui sont de super bioindicateurs. Et bien sûr, on utilise la cartographie pour visualiser où sont les problèmes et pister les sources de pollution. Bon. Alors au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? L'idée principale, elle nous ramène à une notion d'équilibre. Un équilibre qui est délicat, c'est vrai, mais qui est absolument fondamental. Parce que le vrai défi, ce n'est pas d'arrêter le progrès. Ce n'est pas de devoir choisir entre la prospérité et un environnement sain, non. Le véritable enjeu, c'est de redéfinir ce qu'on appelle le progrès. Il faut inventer une nouvelle manière de se développer, une manière qui intègre la santé de nos écosystèmes comme une base, comme une condition non négociable. Et ça nous laisse avec une grande question. Une question qui reste ouverte et qui nous concerne absolument tous. Comment est-ce qu'on fait pour construire un futur qui soit à la fois prospère et pur? Comment innover? Comment produire? Comment vivre sans sacrifier nos écosystèmes sur l'autel de la croissance? C'est peut-être bien le plus grand